vous connaissez peut-être quelques jalons en philosophie sur ce thème. Moi, j'étais ami avec un monsieur que j'adorais, qui est disparu récemment, qui s'appelle Michel Lobreau, plus de 92 ans, 93 ans, qui avait gardé toute sa tête. On parlait philosophie des heures. Il est un peu Carl Rogers dans le courant. Il a créé son propre courant, si vous voulez un repère, professeur à Vincennes en psychologie. Et Michel Lobreau a écrit Le mal d'aimer, un très beau livre, et il définit l'amour comme un principe d'attachement. Je sais que attachement, ça vous parle peut-être un peu. Attachant, attachement. L'attachement, un principe d'attachement. Et tout dans ce mot résonne, la problématique même de l'amour résonne dans ce terme. Dans l'attachement, il y a l'idée d'une aliénation, il y a l'idée qu'on est attaché, enchaîné, il y a l'idée qu'un lien se tisse et qu'il y a un lien plus ou moins indestructible. En tout cas, là d'où je viens, c'est-à-dire du Cameroun, le proverbe c'est que si je t'aime pour toute la vie. Quoi qu'il arrive entre nous, le lien est évidemment éternel. L'attachement a donc cette force de contrainte qu'on trouve dans des expressions triviales. La corde au cou pour parler du mariage, je tiens à lui, je tiens par ce fil qui nous relie. Montaigne, parlant de son grand ami La Boétie, Étienne de La Boétie, parle d'être cousus ensemble, avec le même fil, à tel point, dit-il dans les essais, qu'on n'arrive pas à distinguer la couture entre les deux êtres. On est fusionnés ensemble. Donc il y a cette idée d'une contrainte savoureuse, délicieuse, pleine de contrastes, pleine aussi de quelque chose qui fait peur, et notamment à la pensée occidentale, l'idée qu'il y a une perte de liberté. Tout le vocabulaire de l'amour, que ce soit l'amour passionnel ou l'amour amitié forte, il y a cette idée d'une perte d'autonomie et de liberté. J'ai eu une illumination, parce que je suis en train d'écrire un prochain livre. Je me suis dit, mais en fait, depuis le début du cinéma, les scénaristes n'ont finalement mis en place que de grandes ficelles pour exprimer les tensions de leurs personnages. La passion amoureuse exclusive, quasiment tous les scénarios en parlent, tout le temps. Parce que c'est très simple. Pour montrer que votre personnage est plein d'envie et qu'il va devoir surmonter des défis, passer des difficultés, se remettre en question lui-même, il faut l'amour-passion exclusif. Je l'aime. Et c'est un mobile, un alibi très clairement dit, et qui nous on comprend en tant que spectateur, on dit oui, ah, il l'aime donc, il est prêt à toutes les folies, il l'aime donc, il va vouloir jusqu'au bout accomplir des choses héroïques, et on est là pour voir aussi des personnages qui sortent de leur petite routine quand on va au cinéma. Cet amour cinématographique, qui est même plus autre que l'amour romantique, que l'amour littéraire, est un levier de mobile scénaristique extraordinaire. Si vous êtes amené à écrire un scénario de film, je suis sûr qu'on vous demandera, ou vous l'imposerez vous-même, une histoire d'amour. Qui finit bien, qui finit mal, peu importe, mais il faut qu'il y ait ce mobile absolument irrationnel et absolument savoureux qui permet une lecture très claire du personnage. Ah, il est amoureux. Et puis l'autre mobile, c'est la mort. On ne sort pas d'Eros et Thanatos, ce concept d'abord schopenhauerien, freudien, mais d'abord schopenhauerien, il faut relire Schopenhauer pour ça. La mort, la peur de mourir, l'envie de tuer l'autre, éviter le danger, tous les films d'action, amour et mort. Bernard-Marie Coltès, vous connaissez Coltès, c'était grand dramaturge français, disait dans une interview assez fascinante, j'ai vu Le Dernier Dragon, vous savez, c'est un film un peu de kung-fu. Il disait, grand dramaturge, hein, puissant dramaturge, une œuvre incroyable, et il disait, c'est incroyable parce que ce film parle mieux d'amour, parce que l'amour est un des mobiles du héros, que les films d'amour. Alors que dans les films d'amour, non seulement on parle moins bien d'amour, mais en plus il n'y a pas de scène de kung-fu. Et je trouve que c'est très très profond. On n'ose pas dire ça. On n'ose pas dire que dans un film de Bruce Lee ou de karaté, de kung-fu, quand il y a une histoire d'amour, bah, elle peut avoir une vraie valeur. Bah non, c'est un film de kung-fu, donc l'amour doit être caricatural, un prétexte. Non, il dit, non, c'est ça l'amour. Ce film touche véritablement ce qu'est l'amour, dans sa naïveté, dans son principe justement que le bonheur de l'autre fait mon bonheur. Donc j'ai l'impression que nous avons une mentalité cinématographique dans nos mobiles. Et je crois qu'il faut peut-être concevoir que les films ont l'amour et la mort comme horizon motivationnel des personnages, mais que la vie c'est beaucoup plus complexe que ça,
et que parfois on tombe dans une caricature de soi en voulant se cinématographiser, se scénariser façon cinéma, alors que la vie est autrement plus subtile, plus complexe, plus intéressante, plus riche et plus bordélique. Et le bordel intime, passé au crible du cinéma, revient avec ces deux catégories binaires, l'amour, la mort. Et la plupart des jeunes en difficulté se rattachent au cinéma, en fait, très profondément, au film, à ces fictions qui racontent sous forme de modèle ce que la vie peut être. Ah, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, et ça donne une raison de vivre. Ah, il y a la mort, faut pas crever, faut survivre, faut faire face à la violence et autres. C'est le côté embêtant de l'attachement, c'est que la douleur de l'autre, quand je l'aime, devient ma propre douleur. Ça, c'est très dur. Il y en a plein qui disent, oh, ça vaut pas le coup. Oui, j'augmente mes bonheurs, parce que, ouais, j'aime, mais j'augmente mes malheurs. Ça fait très très peur pour deux raisons. D'abord parce qu'on va intensifier la vie, ça c'est compliqué, dans des vies que l'on doit de plus en plus gérer. Ce verbe est le verbe du temps présent, techno-bureaucratique, qui donne la mentalité bureaucratique dont parlait Merton et autres. L'horizon d'une bureaucratie anempathique, c'est le fascisme, le totalitarisme, c'est la négation de l'homme, c'est 1984, on le sait, et on le voit qu'on va vers ça. On va évidemment vers ça. Regardez vos métiers, des êtres en souffrance, une volonté d'aider ces êtres-là, et regardez comment la machine à broyer de l'humain fonctionne à plein, et vous devez en fait être pris entre le feu, je connais parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'hôpital, entre le feu de rendement extrêmement technique, froid, calcul froid, et puis la nécessité humaine d'être dans la chaleur humaine. Et ce jonglage rend dingue. Et brise les individus. Et quand à l'hôpital je fais des confs où je réhabilite l'émotion, j'ai des gens qui pleurent, je ne vais pas vous faire pleurer, mais j'ai des gens qui pleurent en disant « on nous interdit ça ». On nous interdit ça. Et pourquoi on vous interdit ça? Parce que c'est thérapeutique l'émotion. Pourquoi on interdirait un levier thérapeutique essentiel? C'est parce qu'on ne peut pas le supporter. Il y a une vision clinique hygiéniste du rapport humain, fait par des hommes, j'insiste bien. Et c'est une construction qui consiste à dire tu dois gérer, tu dois être dans la performance. Tout ce qui est émotionnel va contre la performance. C'est cette équation-là qui nous met tous dans la panade. Si tu es dans l'émotion, tu n'es pas dans la performance. Et vous êtes un métier qui fait mentir cette équation. Donc vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux pour la technocratie. Beaucoup plus que ceux qui se révoltent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de dignité, parce qu'ils sont bafoués, parce qu'ils ne se sentent pas vivre, ils veulent plus de pouvoir vivre. Vous êtes très dangereux, parce que vous, votre performance, elle passe par l'émotion. C'est votre matériel premier, je dirais. Et vous êtes dans le bordel émotionnel humain beaucoup plus compliqué que amour, 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 mort, amour, mort. Je résume, le bonheur de l'autre fait mon bonheur, le malheur de l'autre fait mon malheur, la présence de l'autre me comble, l'absence de l'autre me creuse. À partir de ce principe-là, on comprend que c'est un amour élargi, hein, il n'est pas question de relations sexuelles, il est question d'une sorte d'amitié très profonde, et c'est absolument nécessaire. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mélangeons-nous », que je vous recommande. C'est le seul livre de mes livres que je vous recommande vraiment. « Je t'aime » est un livre très technique, très philo, très technique. Mais « Mélangeons-nous », qui vient d'ailleurs de ma rencontre avec Michel Lobreau. Et je l'ai rencontré pourquoi? Parce que je le lisais à la bibliothèque. C'est l'auteur de La Révolution sexuelle, en 75. C'est un livre très intéressant. De psychologue très sérieux qui parle de la sexualité. C'est très intéressant. Et je l'ai rencontré parce que je lisais ses livres et c'était une leçon d'écriture pour moi. Il écrivait un langage simple, des choses très profondes. Et j'ai voulu le rencontrer juste pour dire, mais c'est quoi votre façon d'écrire, votre méthode? Et Mélangeons-nous, je l'ai écrit en 2006, suite à cette rencontre. Donc mon style, il y a une césure dans ce que j'ai écrit. Je ne sais pas s'il y en a peut-être peu qui m'ont lu, mais en tout cas, si vous voulez commencer, c'est Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine. Donc l'amour nécessite une création individuelle, unique, une création singulière. Aucun modèle ne doit le régimenter. Voilà pourquoi je plaide. Ça peut être le couple, ça peut être autre chose. Il y a 1000 façons d'aimer et 1000 styles. Et je crois qu'il faut revenir à cette idée de la singularité. Et vous-même, quand vous avez un regard porté sur l'autre, questionnez, c'est ça la philosophie, questionnez vos propres institutions invisibles, ce que vous allez projeter sur l'autre aussi. Et l'amour, c'est très institutionnel, beaucoup plus que ce qu'on croit. Nous devons, et moi c'est mon combat en philosophie, vous pouvez me suivre sur les réseaux, je vous encourage, c'est un combat passionnant et très violent, le combat des idées. Nous sommes dans la volonté, nous sommes quelques-uns à vouloir restaurer l'humanisme, c'est-à-dire l'idée que par la connaissance, la paideia, l'éducation, l'accompagnement,
de l'enfant. Parce que c'est ça, la pédagogie, la paideia. Accompagner l'enfant à travers la connaissance, à travers l'intelligence humaine, à travers les savoirs multiséculaires qui précèdent. Et je pense qu'il faut ne surtout pas sous-estimer l'héritage en termes de connaissance et d'intelligence, et peut-être arrêter avec ce discours surémotionnel qui consiste à tout noyer dans la psychologie. Concevez, parfois ça peut être utile, la psychologie comme quelque chose de politique, comme des rapports de force, comme du destin commun. Et j'ai l'impression que de plus en plus on gagnerait à montrer que dans toute psychologie humaine, il y a un positionnement de soi par rapport aux autres qui est plus proche de l'ordre de la politique et de l'ordre du rapport de force et du rapport à la justice que de la psychologie vaporeuse où toutes les théories finalement sont bonnes. Et la deuxième chose pour la cybermodernité, c'est que le monde va être flou tout le temps. Il ne va pas être flou parce que le virtuel se mélange au réel. Il va être flou parce que le virtuel et toutes les narrations virtuelles numériques, que ce soit la théorie du complot qu'on trouve sur Internet, que ce soit l'avis de machin ou de bidule qui peut être publié aujourd'hui et diffusé et partagé et liké, eh bien toutes ces narrations connectives concurrencent les grandes narrations qui étaient institutionnelles avant, la patrie, la nation, l'Église, l'institution, l'État, etc. Et donc on a une sorte de concurrence de micro-narrations sur les grandes narrations. Les grandes narrations nous permettaient de voir le monde clair, précisément. On savait si on était un homme ce qu'il fallait faire, si on était de telle classe sociale ce qu'il fallait faire. Eh bien ces grandes narrations, peut-être pour le bonheur de la liberté humaine, disparaissent, sont grignotées par des micro-narrations. Ce qui fait que notre paire de lunettes ne marche plus et que nous devons manœuvrer dans le flou. Donc manœuvrer dans le flou, manœuvrer dans l'émotion, manœuvrer dans l'amour, c'est un engagement à mon avis que vous devez vraiment maintenir. Vous êtes à l'avant-garde de la résistance à quelque chose de l'ordre d'un léviathan technocratique qui voudrait que les émotions soient quantifiées et que la rentabilité s'applique à tout, y compris aux émotions humaines. Votre travail est dans la patte humaine. Vous avez des leçons à donner au monde et vous avez aussi une organisation transnationale à mettre en place pour maintenir l'humain dans sa dignité. Je vous remercie infiniment. Merci.